peux vous dire que les bras m'en tombent, parce que, en toute sincérité, je n'avais jamais pensé à cette fonction. Moi, pour moi, je voulais impacter les populations, c'est-à-dire Dans le quelque social. chose comme la PAGES, comme la CNSS, comme des... Voilà, ça m'aurait plu. Mais, bien sûr, tu te dis, bon, peut-être qu'auprès de lui, puisque le rôle d'un directeur de cabinet, c'est d'accompagner, c'est de mettre en œuvre les décisions d'un chef d'État. Bon, peut-être qu'auprès de lui, si on peut, je dirais, l'encourager à prendre certaines mesures, notamment dans tout ce qui est effectivement social, c'est ma vision. En plus, comme il m'a vendu ça à l'époque en me disant, écoute, ce que tu fais c'est très bien, on va les faire à l'échelle nationale, etc. Donc, je vous avoue que voilà comment ça s'est passé et que ce challenge m'a plu. Et au palais? Le palais, ce n'est pas seulement du pouvoir, c'est des regards, des silences, des tensions. Est-ce que vous vous êtes senti seul par moments? Alors, vous savez, quand vous êtes parmi les cimes des arbres, forcément, il y a des moments de solitude. Quand j'arrive à ces fonctions, comme je vous ai dit, moi-même, pour moi, c'était quelque chose d'assez surprenant, parce que je n'ai jamais demandé cette fonction. D'accord. Et j'arrive très vite et je comprends que entre la vision que m'a projetée le président Ali, d'une vraie transformation sociale, d'impulser un peu ce que j'avais fait avec la GEF, et la bureaucratie et clanique du palais, il y avait un fossé. D'accord. Dès que j'arrive, je rends compte que les gens qui sont là ne sont pas forcément contents que je sois là. Il y avait un ancien directeur de cabinet qui a été très bien et qui avait fait une année et que j'ai remplacé. Et pour tout le monde qui était là. Et ça, mes aides de camp me l'ont dit bien après. Pour tout le monde, j'étais là de manière transitoire. D'ailleurs, 5-6 mois. Et donc, très rapidement, je me rends compte que je ne vois même pas les parapheurs passer. Donc on fait signer, chacun va avoir un président de la République, et au bout d'une table, au bout d'une nappe, lui fait signer un document, un décret, un machin. Et donc on remène un peu de rigueur, qu'il y ait un formalisme de la chaîne bureaucratique, où le secrétaire général impliqué, le directeur de cabinet, etc. C'est ce que j'essaie d'impulser. Mais je vois que ça bloque. Et donc les tensions sont vraiment palpables. C'est qu'à un moment même, et je me rappelle très bien, au bout de quelques mois, je me dis, cette histoire-là, c'est pas la peine, je vais jamais m'en sortir. Parce qu'apparemment, je suis seulement là pour, comme un pot de fleurs. La belle prise, parce qu'à l'époque, j'avais une certaine popularité. Et donc, je m'assois avec quelques collaborateurs très proches et je décide de déposer ma démission. D'accord. À Ali Bongo. Je rédige ma lettre de démission, je vais le voir. Et ça, c'est du vécu, et je suis sûr que si Ali me regarde, il se rappellera de cette scène. Et je dépose ma démission, et je me rappelle de ces mots comme si c'était hier. Il dit, mais petit connard, tu te prends pour qui? Ah, il vous a dit ça comme ça? Oui. Espèce de petit connard, tu te prends pour qui? Ça, je me rappelle très bien. Hein? Ce poste-là, tout le monde en rêve. Tu partiras quand je le déciderai. Et comment s'est passée votre collaboration, humainement parlant? Alors, humainement parlant, c'était une collaboration très professionnelle. D'accord. Je n'ai jamais été l'ami, en tout cas à la base, d'Ali Bongo. D'accord. Il y a toujours une relation quasi un peu paternaliste aussi au début, une D'accord. différence d'âge. Il m'a promis, je vais dire ça comme ça, de pouvoir mettre en œuvre ce que j'avais commencé au niveau social. Maintenant, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, lui-même aussi était soumis à ses propres contingences dans son système. Et donc, ça a été très compliqué. Et comme je vous disais, j'ai été très loyal à ce monsieur et à sa famille, jusqu'au moment précis où il fallait choisir entre ma loyauté et la République. Et là, ça devenait compliqué pour moi. D'accord. Et je n'ai plus pu continuer. Dans ce cas, pourquoi vouloir démissionner dès le début? Parce que j'estime que et je l'ai toujours fait dans mes fonctions, quand quelqu'un est en charge, il doit assumer ses responsabilités. Totalement. Et moi, quand j'ai des collaborateurs, j'en ai eu au sein du cabinet présidentiel, vous avez par exemple le porte-parole, M. Ngoni, vous avez des gens brillants comme cela, quand ils ont eu leur fonction, ils ont eu la responsabilité et les moyens avec, parce que je pense que pour être comptable, pour être responsable, il faut qu'on vous donne des responsabilités. Un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. Et donc moi, on m'a directeur de cabinet, et on me dit, bon, tu viens au bureau, on te donne un document. Il y a des décisions importantes qui concernent l'avenir du pays, qui sont amenées à la signature d'un chef d'État sans que personne à la présidence de la République n'ait regardé. Ça, c'était pas acceptable. Et donc, dans ce cas-là, ne pouvant pas me dire que je vais cautionner cette histoire-là, je préfère dire à Ali, bon, vous serez peut-être plus utile ailleurs. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction, à la base, qui n'était pas celle que j'aurais souhaité avoir. Alors voilà. Donc quand j'arrive au constat que, en effet, je suis dans une situation où je suis directeur de cabinet, où en fait je suis
Je suis là comme un pot de fleurs, en fait, pour agrémenter la chambre. Et je me dis, c'est pas possible. Je me réunis avec quelques collaborateurs, on réfléchit, je dis, bon, moi, dans la vie, je pense qu'il faut oser pour obtenir certaines choses. Et donc, je suis allé voir Ali Bongo, ma lettre de démission dans la main. Et je me rappelle comme c'était hier. Il était assis à son bureau. Le bureau est un peu surélevé, pour ceux qui connaissent le bureau du président de la République. Je ne suis pas là pour donner des secrets, mais cette anecdote est importante. D'accord. Je dépose ma lettre de démission en lui disant, écoutez, monsieur le président, merci de l'honneur que vous m'avez fait. Ça faisait 3-4 mois que j'étais en place. Mais le problème, c'est que je ne peux pas travailler si je n'ai même pas accès à l'information. Si on vous fait signer tout et n'importe quoi en sortant de la voiture, en sortant, etc. Donc moi, je démissionne. Et là, sur le coup, c'est quelqu'un d'agréable habituellement, il est de courtois. Il prend ça, il me la jette, il me dit espèce de petit con. Voilà. Il vous a dit ça comme ça? Oui, espèce de petit con. Tout le monde veut ce poste. Tu te prends pour qui pour vouloir démissionner? Tu partiras de là comme moi je vais le décider. Et ça m'a marqué. Mais quelque part, je vais vous dire, ce qui est vrai, c'est que c'était un peu de poker. C'est-à-dire que je me disais, bon, si je ne me reconnais pas dans cela, il vaut mieux pas y rester. Bien sûr. Mais j'espérais plutôt être écouté. Donc il a pris ce coup de sang. Bon, je suis rentré vraiment la contre jambe. Je me suis dit que bon, forcément, on va peut-être me mettre aux arrêts. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait son frère qui était dans l'antichambre tout le temps. Et qui était patron des services spéciaux. Et puis le lendemain, je vois que des consignes ont été données. Que les parapheurs maintenant suivent le processus normal. D'accord. C'est-à-dire directeur de cabinet, secrétaire général, etc. Et donc je me dis, bon, des fois, de temps en temps, vous savez, dans la vie, encore une fois, qui tente rien n'a rien. Et si ça peut faire avancer les choses, bon, c'est intéressant de faire. Un jour, vous avez senti que tout basculait. Vous vous souvenez de ce moment précis? Oui, alors, je ne vous ferai pas... je vais faire l'économie d'une scène que j'ai racontée sur de nombreux médias. Mais très succinctement, très rapidement, j'ai compris qu'en fait, il y avait un plan organisé, méthodique, de succession dynastique dans le pays. Dès que l'AVC est venu, ça a accéléré la réflexion qu'avait mon jeune petit frère Noureddine de vouloir prendre le pouvoir. Et il y a une scène que j'ai évoquée un peu partout, très, très simple, où il m'a convoqué chez lui et il m'a dit qu'il sera le prochain président. D'accord. Et donc là, j'ai senti que là, bon, là, c'est pas ce pourquoi j'avais signé à la base. Monsieur Lacruche, les Gabonais se posent beaucoup de questions en ce qui vous concerne. Nous allons regarder. Bonjour, monsieur Lacruche. Quand vous dites qui bouge, pourquoi vous avez dit ça et à qui vous vous adressez? Nous venons de regarder la question du citoyen sur le fameux célèbre qui bouge. À qui vous vous adressez? Pourquoi qui bouge? Ah, vous savez, c'est quelque chose qui me fait un temps rire et qui, des fois, peut être exaspérant. Parce que souvent, il y a des phrases sorties d'un contexte qui essaient de définir une personne. Je vais vous raconter cette histoire qui est vraiment... qui est risible, parce que très incomprise par certains. Nous sommes donc à Ovendo, la première fois. D'accord. Je suis sur l'estrade. Il y a toute une population de jeunes qui sont là. C'était lors de la tournée républicaine. Et derrière, il y a une tente où il y a tous les apparatchiks, tous les anciens ministres, toutes les personnes vraiment d'un certain âge. Et donc je suis en train d'échanger avec des jeunes. Je suis sur le micro, ils sont tous là devant moi. Et je leur dis, écoutez, il faut faire confiance, les choses vont s'améliorer. Il y aura plus de place pour les jeunes, pour la méritocratie, surtout pour ceux qui ne sont parrainés par personne, qui ne sont pas enfants de quelqu'un, etc. Et les jeunes, j'entends comment les jeunes me disent, mais c'est faux, ce que tu dis là, c'est pas possible. Tous les vieux cocos qui sont là-bas, ils ne vont jamais accepter ça. Tous les vieux qui sont sous la tente ne vont jamais accepter ça. Ils sont là-bas sous le soleil, eux ils sont sous la tente, nous on est sous le soleil, ils ne vont jamais accepter ça. Ça fait depuis 60 ans. Et donc, je leur dis non. Moi, je discutais avec le président Ali. Le président Ali m'a dit lui-même que celui qui bougera, il bougera. Et donc, je réponds, non, vous inquiétez pas, par mieux. Celui qui bouge, il bouge. Et donc, même sous la tente, les gens, ils ne sont pas contents quand je dis ça, les vieux. Mais les jeunes, ils sont en extase. Et donc, vous savez, c'est le rythme des meetings, ça sort, qui bouge. Et donc, les gens reprennent ça comme ça. C'est même sorti après au meeting de clôture. Et donc, on définit un homme en disant, non, en fait, il insultait les Gabonais. Mais non, au contraire. Le qui bouge, au contraire, c'est même pour dire que
l'ancien système n'a qu'à bouger. D'accord. C'était comme ça que moi, je l'avais perçu. Maintenant, après, bon, moi, j'assume totalement. Les vrais, ceux qui étaient présents, savent très bien à qui je m'adressais. D'accord. On continue pour la deuxième question. Oui, avec plaisir. D'accord. Nous avons une citoyenne qui a une question assez délicate pour vous. Regardons. D'accord. Monsieur Lacruche Alionga, on nous a dit que vous avez été l'amant de Sylvia Bongo. Est-ce que c'est vrai? La fameuse question avec Sylvia Bongo. Apparemment, vous aurez eu une relation plus que professionnelle. Vous savez, vraiment, cette question, c'est qui revient, que j'ai vu revenir. Et je vous le dis droit dans les yeux, en toute sincérité. Jamais, en aucun cas, je n'ai eu une relation autre que professionnelle avec Madame Bongo. C'était la première dame du Gabon. Pas de relation intime. C'était l'épouse du président. Aucune relation intime, à part celle via son époux. La première dame et moi, nous n'avons eu que des relations strictement professionnelles qui sont celles des relations d'une première dame avec le directeur de cabinet d'un chef d'État. D'accord. Rien de plus, rien de moins. Comment on peut imaginer de telles âneries? Ce n'est pas fini. Il y a encore plusieurs questions. Eh bien, Et les Gabonais se posent pas mal de questions en ce qui vous concerne. je remarque. On continue? Regardons. On nous a dit que vous avez fait une tournée républicaine sans l'accord du président. C'était à votre propre compte? Sur la tournée républicaine, Ouais. qu'est-ce que vous avez à répondre de cela? Alors la tournée républicaine, là encore, vous savez, il y a beaucoup de légendes urbaines, beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je vais être très précis. Parce que c'est un sujet qui, on en parle maintenant en rigolant, mais qui a fait beaucoup de mal. Et on a dit beaucoup de contre-vérités, il y a eu beaucoup de C'est désinformations vrai. qui ont été utilisées pour construire un narratif qui m'a amené moi et mes proches à vivre un calvaire en prison. Tournée républicaine, nous sommes en septembre 2019. Ali Bongo doit aller faire des soins prolongés à Londres. D'accord. Régulièrement, il y va pour effectivement le cadre de sa convalescence. Et donc, avant de partir, il me reçoit en présence effectivement de sa famille nucléaire. Et il me dit, écoute, je vais à Londres. Il serait bon, parce que tu es directeur de cabinet politique, pas seulement civil, parce que souvent les gens ont tendance, j'ai lu cela, les gens ont tendance à confondre. Alors, comment un directeur de cabinet, quelles sont les prérogatives d'un directeur de cabinet civil pour aller faire une tournée? Non, c'est le directeur de cabinet politique. Il me dit, tu es le directeur de cabinet politique. Je dois aller à Londres, il faut rassurer les Gabonais pendant ce temps, pour me permettre aussi de me reposer sereinement, parce qu'à l'époque, il y avait une pression, c'était tout le temps Ali est mort, il y a des sosies, il y a ci, il y a ça. Donc, tu vas aller dans les différentes provinces et tu vas leur passer le message, en tant que directeur de cabinet politique d'Israël Camarade, que je vais bien et que je serai de nouveau de retour. J'y vais, c'est ce que d'ailleurs j'ai fait dans chacune des étapes. On fait, je pense, 2-3 étapes. Je suis appelé à Londres. J'y vais accompagner, je pense qu'il en a dit un mot, accompagner M. Aïk Ngouni. Nous sommes reçus par Ali, par toute sa famille, avec sa sécurité de l'époque, qui était témoin. Et ils me disent, bon, c'était formidable, M. Lacruche, il faut continuer. D'accord. Et donc on continue ensemble des étapes. Et d'ailleurs, je me rappelle même que, tant que vous m'en parlez, il y a même un ministre des Affaires étrangères qui, après coup, avait dit même qu'Ali n'avait jamais autorisé cela. Tout le monde a pu constater, comme moi, qu'à la clôture de cette fameuse tournée, Ali Bongo, Sylvia, Noureddine, tout le gouvernement, tout le pays était là. Bon, donc le monsieur, il vient à une tournée que lui-même, il n'a pas initiée. Donc vous voyez, ça fait partie des choses qu'on a racontées, qu'on a inventées pour construire un narratif. Et c'est très bien que notre compatriote ait posé cette question. Et j'espère que cela répond une fois pour toutes à toutes les interprétations qu'on a pu faire à cette tournée. On continue pour les questions? Avec plaisir. Regardons. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de sosies qui ont été fabriqués pour remplacer Ali Bongo. Un tenu par Anes Pro et le deuxième par Acélé. Est-ce vrai? Monsieur Lacruche, est-ce qu'Ali Bongo avait des sosies? Alors ça, vraiment, on est dans un gossip XXL. Mais je vais quand même répondre, en toute sincérité. Je pense qu'au pas une époque où il n'y avait pas encore l'histoire des IA, de création graphique, etc. Moi, ce que je sais, ce dont j'ai été témoin, c'est qu'Ali Bongo a certes eu un AVC, mais il a gardé toute sa capacité cognitive. Je vais vous dire, la première fois que je le vois, c'est au Maroc. Moi, c'est 2 mois après son AVC. Il me parle de football, il me parle de la Coupe du Monde 1982. Je suis là, moi, Brice Lacruche, je suis vivant. Après l'AVC? Après l'AVC.
il avait toutes ses facultés cognitives. Par contre, au niveau motriciel, là, il y avait des problèmes au démarrage. D'accord. Et quand vous avez des problèmes motriciels, c'est-à-dire vous avez des difficultés dans le vêtir, dans le nourrir, hein, dans tous les actes fondamentaux de base, dans les aux toilettes, il fallait que, quand c'est ces moments-là, que votre femme, que votre enfant soit là. Et donc, quand vous êtes dans cette situation, vous êtes affaibli. Et donc, votre famille nucléaire, votre famille proche, a de l'ascendant sur vous. Et donc, pendant cette période, ce qui est vrai, c'est qu'ils avaient un gros ascendant sur lui. Mais dire, qu'il était mort, comme j'ai entendu, non. Moi, à aucun moment, je sais que c'était Ali. Ali m'a donné des anecdotes, je sais que c'est lui. Voilà. 2, qu'il était totalement déresponsabilisé. Non, moi, je ne suis pas là pour dire qu'il était irresponsable. Je pense par contre qu'il était pris largement en otage par sa famille, du fait de l'ascendant. C'est eux qui lui donnaient à manger, écoutez bien, c'est eux qui le couchaient, c'est eux qui le lavaient. Donc quand vous avez ces gens-là autour de vous, est-ce que vous avez forcément envie de dire non à leur desiderata? Pourtant, à la fin, vous avez quand même le choix de dire non. S'ils voulaient, à tout moment, ils pouvaient dire non. Delano Roosevelt Franklin, pour ne pas le citer, président américain, qui était handicapé, qui avait aussi besoin de sa famille dans l'exercice de ses fonctions, a pourtant pris parmi les plus grandes décisions de l'histoire de l'humanité. Donc, vous voyez, donc je ne suis pas là pour excuser Ali, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a pas eu de sosie, il n'y a pas eu de mort. Il était en capacité, et selon moi, il a été totalement pris en otage, mais il l'a accepté, un pilotage volontaire. Monsieur Lacruche, on dit que vous étiez très riche pendant le régime d'Ali Bongo, et vous avez bénéficié beaucoup de ses faveurs. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup spéculent sur votre richesse, que vous avez été un homme très riche, que vous avez bénéficié des largesses de l'État ou d'Ali Bongo. Qu'est-ce que vous dites de cela? Alors, je dis de cela que, comme évoqué précédemment, moi, je n'ai pas attendu Ali Bongo pour faire ma vie. J'ai été un homme assis. Vous savez, madame, c'est malheureux à dire, mais il faut dire la vérité aux gens. Il y a très peu de Gabonais qui arrivent à être DG à 30 ans. Moi, je l'ai été. Et quand vous êtes DG, ce n'est pas 5 millions par mois ou 10 millions par mois que vous gagnez. Vous avez des salaires importants. Moi, je suis un homme du privé. Je me suis fait. J'ai dirigé parmi les plus grandes sociétés de ce pays. Très clairement, donc, j'ai investi énormément avant de connaître Ali Bongo. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, très concrètement, moi, j'ai toujours cette vocation sociale, cet investissement personnel social. Et c'est ce qui a plu à Ali. Donc Ali, bien sûr, a adhéré à cette vision. Il m'a dit effectivement, quand il m'appelle, c'est pour projeter cette vision sur l'ensemble du pays. Et donc moi, j'inscris toute ma démarche, tout ce que j'ai pu bénéficier dans cette démarche sociale. Et vous verrez, je pense que c'est de notoriété publique. Nous sommes à Kanda. Tout le monde sait ici comment a été fait les repas. Moi, je me suis investi pour mes compatriotes. Dans chaque arrondissement de Libreville, faites un micro-trottoir, un autre, au-delà des questions, du ressenti des Gabonais. Et vous savez, c'est ce ressenti qui parle plus. Vous voyez, moi, on était tous là, j'ai été arrêté. Quand j'étais arrêté, le tribunal était comment? Vide ou plein? Plein. Il était plein, oui, okay. Effectivement. Quand M. Bongo était amené au tribunal, Noureddin, vide ou plein? C'est ça, là. C'est la proximité. Moi, je ne parle pas d'argent, je parle de relations concrètes. Je vous invite, vraiment, quand vous avez le temps, un week-end, vous venez à Yuga, c'est mon village. Vous allez voir ce que moi, j'ai fait avec le cœur. Et c'est partout pareil. Alors, je pense qu'il faut être très, très transparent sur ces choses-là. Moi, j'ai fait des choses avec les moyens dont je dispose. J'aurais peut-être pu faire autrement, j'aurais peut-être pu faire mieux, mais à l'époque, le système était tel que cela. Je l'ai fait et j'en ai payé de ma vie. Très peu, aujourd'hui, qui ont bénéficié de ce système peuvent en dire autant. Tout est en toute sincérité. C'était, je pense, une des périodes les plus critiques de l'histoire du pays. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une tension palpable dans le Gabon. Des fake news, en plus avec les réseaux sociaux, des fake news circulaient partout. Annonçant qu'Ali Bongo était mort, annonçant qu'il y avait un sosie, annonçant que c'était tel le nouveau sosie, annonçant des choses les plus abracadabrantes, mais qui faisaient en sorte que nos compatriotes étaient en manque de repères et que tout pouvait arriver. Et là, à ce moment-là, on voit facilement, rapidement émerger des velléités des uns et des autres. Et donc, effectivement, on a peur, on se dit qu'à tout moment, ça peut dégénérer. Il est facile, avec le recul, de juger, de dire qu'on aurait dû faire ça, on aurait dû agir autrement, c'était mieux de déclarer ci ou déclarer ça. Mais vous savez, dans l'instant, ce que vous pensez, c'est que les gens qui parlent, il faut avoir connu les pays en guerre pour savoir ce que c'est
que maintenir la paix. Moi, à cette époque, j'ai pensé, alors je ne dis pas moi parce que ce n'était pas moi le décideur de toute manière, mais moi et la plupart des parties prenantes à l'époque avons pensé que c'était d'abord la stabilité de notre pays, la garantie de cette stabilité qui était la plus importante. Et je l'assume totalement jusqu'à ce jour. Est-ce que vous avez été propulsé au devant comme un fusible? Écoutez, je vous ai dit en début d'interview, ce qui me définit le plus, pour moi, à titre personnel, dans ma conception, c'est la loyauté. J'étais loyal à une famille. J'étais loyal à une famille tant qu'elle allait dans le sens d'une république. D'accord. Telle que définie. Et donc, quand dans cette famille, eh ben, il y a un accident, comme dans toute famille, il y a une maladie. Quand vous êtes membre d'une famille, vous protégez la famille. Et j'ai protégé cette famille-là jusqu'au jour où j'ai vu qu'en fait, ma loyauté se heurtait au devoir républicain qui s'imposait à moi. Et pour les protéger, pendant ces moments-là, j'ai dû prendre énormément de coups. J'ai été effectivement celui qu'on a voulu jeter en pâture. J'ai entendu récemment un ministre qui a dit dans sa langue vernaculaire, l'ancien ministre, qu'on voulait faire de lui la cause des maux de tous les Gabonais. C'est ce qu'on a voulu faire de moi dans le narratif. D'accord. Parce que j'avais décidé, effectivement, de maintenir, de faire le choix de la stabilité. Et pour ça, j'ai pris des coups et je les payé. Jusqu'à la fin, fut moi le bouc émissaire désigné, celui à qui aujourd'hui on vend aux Gabonais qui serait un responsable des maux du pays. Heureusement, grâce à Dieu, il n'y a point de vérité que le temps ne dévoile. Et donc, je suis très content de pouvoir éclaircir mes compatriotes sur ce sujet. Parlons de votre arrestation. Le jour de votre arrestation, quel sentiment vous avez? L'incompréhension, la colère? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'incompréhension. Pourquoi? Parce que ce n'était que l'aboutissement d'un plan programmé. Et c'est bien qu'on revienne dessus. Et qu'on prenne le temps de bien expliquer aux Gabonais ce qui s'est passé. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit sur d'autres médias, le fils du président avait clairement exprimé sa volonté de prendre l'affaire, pour faire simple. Et je lui avais opposé mon refus. Mais au-delà de tout ça, directement, j'ai compris qu'il avait pris en main l'appareil judiciaire. C'était désormais son pistolet et il le pointait sur moi. Comment je le comprends? Des anecdotes très simples. Quelques jours après qu'il m'ait reçu à son domicile, on met en place dans ma concession une trentaine de gardes armés, de Kalash, 24 heures sur 24. Le procureur de la République, qui s'appelait Olivier Nzaou, il est encore vivant, est appelé au domicile de M. Noureddine Bongo, qui lui instruit de me mettre aux arrêts. À l'époque, monsieur n'a aucune fonction. Il lui dit oui, mais il n'y a pas de dossier. Donc devant le nom de cette personne, M. Noureddine Bongo fait rapatrier le 22 novembre son père Ali Bongo de Londres. Pour faire quoi? Pour tenir un conseil exceptionnel de la magistrature où il révoque l'ensemble des magistrats et des OPJ, des officiers judiciaires. Quand il fait ça, après, ça va très vite. Le 3 décembre, je suis mis aux arrêts. 2 jours après, M. Bongo Valentin est nommé directeur de cabinet, non pas directeur de cabinet, pour moi, coordinateur des affaires présidentielles, c'est-à-dire numéro 2 au palais. Un mois plus tard, son directeur de cabinet emménage dans ma maison, là où nous nous situons actuellement. Ici même? Ici même. Il emménage là. Et vous savez, ce que je dis, c'est pas quelque chose, c'est pas des rumeurs, c'est pas des ragots, c'est ce que les Gabonais ont vu. Vous savez, à l'époque, la justice était tellement instrumentalisée que moi, je suis allé à l'international. Je suis allé, par exemple, à Genève. À Genève, j'ai porté plainte devant les Nations Unies, qui ont enquêté et qui ont, factuellement, le rapport est disponible, c'est sur Internet. Ils ont dit que ma détention est illégale, arbitraire, elle ne reposait sur aucun fondement juridique, que les actes graves commis dans mes procédures commandaient ma libération et interdisaient tout procès. Qu'est-ce qu'ont fait les Bongo Valentin de ce rapport? Ils l'ont jeté. Ils n'ont jamais répondu. À l'époque, c'était un gros slogan, justice souveraine. Alors c'est d'ailleurs assez ironique aujourd'hui de voir que
ceux qui à l'époque disaient que la justice gabonaise est souveraine et qui n'écoutaient pas ni l'ONU, ni l'Union africaine, ni le REDAC, ni SOS Pré, ni tous ces institutions, ces associations qui ont demandé nos libérations, ben aujourd'hui se tourner vers eux quand ils en ont besoin. Vous avez par exemple, je vous dis des cas papables, et là j'en parle avec une certaine mesure et une certaine joie, je dirais, parce que c'est un événement important. Le 7 janvier 2019, de mémoire, le lieutenant Kelly, dont vous avez entendu parler, qui a fait tentative de putsch, il est incarcéré, il est jugé quelques années plus tard, procès. Et il indique à la barre, devant le témoin, que les Bongos, je cite, sont venus le voir pour qu'en échange de sa libération, il puisse me pointer comme le commanditaire de son putsch. Ce monsieur a dit non. Et vous voyez, c'est pour moi l'occasion solennelle de féliciter, de remercier même le président Oligui, qui a dernièrement à Mythique annoncé qu'il envisageait de voir comment, dès la fin de l'année, le libérer et le réhabiliter sur tous les plans. Ça, pour moi, c'est des gestes importants. Ce sont des gestes forts que le président, comme beaucoup d'autres gestes qu'il a posés, a pu poser. Vous avez au tribunal la plupart de ceux qui ont été soi-disant détenus dans l'affaire Scorpion, qui ont clairement dit, c'est un secret de polichinelle, que pour être libéré, il faut charger la cruche. Vous avez même un ancien ministre qui a dit que les procès-verbaux lui étaient dictés. Il a dit à la barre à son procès l'an dernier. C'est disponible sur le net. Tous ont dit cela. D'ailleurs, c'était même, je dirais, une petite rengaine au sein de l'annexe de la prison. On entendait chanter, si vous voulez être libéré, il faut charger la cruche. Grâce à Dieu, la plupart de mes co-ex-détenus ont été des hommes de principe et ils n'ont pas tous sorti cette ficelle et saisi cette perche. Certains, oui. D'ailleurs, il suffit de voir la durée que chacun a passé en prison pour savoir quel degré de transparence avait chacun. D'accord. Donc, vous voyez, on était clairement dans une instrumentalisation de la justice totale, une mise à mort programmée. Parce que quand vous avez quand même le directeur de cabinet de M. Bongo, qui pendant toute ma détention habite dans mon domicile, vient à la prison. Ah, ça en dit long. Il vient à la prison lui-même. Il me dit, pour ceux qui se rappellent, moi j'aime bien les anecdotes. Quand je vais dans le rigolo, je suis reçu par M. Louembe. J'avais à l'époque un t-shirt où il y avait un Rottweiler. Il vient me voir avec ce même t-shirt. Il me dit, un chien, hein, Rottweiler. Il me dit, tu vois, je porte tes habits, j'habite ta maison. On est en juin 2023. Et après les élections, là, je vais voir, tu vas prendre sûrement entre 25 et 30 ans. Donc, si vous ne comprenez pas là que vous assumez les conséquences de vos choix, bon, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez rien compris là. Donc, voilà ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de désinformation. On a construit un narratif pour faire passer, moi et surtout les jeunes aussi avec qui j'étais, parce que, au-delà de ma personne, au-delà de mon frère qui a été incarcéré comme moi, au-delà de ma compagne qui a été en Bastille, de mes parents, il y a beaucoup de foyers. Il suffisait juste qu'on dise que ça c'était quelqu'un qu'on savait qu'il était proche de Bla, ou bien on l'a vu sur une photo là, au fond c'est lui. Eh bien on les amenait au B2, on les amenait en situation, ils ont vécu des mois difficiles. Donc il y a eu beaucoup de gens impactés comme ça par cette situation, juste parce que on avait considéré au moment que la couche était devenue un obstacle. Et donc on a mis en œuvre, vous savez, quand le système se referme sur vous, le système Bongo-Valentin, je l'ai dit plusieurs fois, ce cartel, c'est comme un cartel. Quand vous êtes dans la mafia, quand vous voulez en sortir, il y a deux issues, la mort ou la prison. Il n'y en a pas d'autre. Et vous voyez, ça fait plaisir d'être sur votre chaîne aujourd'hui, TV+, parce que j'ai parcouru le mémoire de votre fondateur. Et moi, je pense qu'il a écrit à la Sorbonne. Donc je parle bien sûr de Feu André Baobab, sur comment changer de l'intérieur un système. Et vous voyez, la vérité, c'est qu'on essaye de changer l'intérieur d'un système. Mais ce système, on parle de système mafieux, de système clanique, de cartel, quand vous êtes dedans, c'est trop tard, le doigt est pris dans l'engrenage, c'est fini, ça vous déchiquette. Et donc, il n'y a que deux issues, la mort et la prison. Moi, pour moi, grâce à Dieu, c'était pour la prison. Et pour lui, le propriétaire de votre chaîne, et c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage, ça a été la mort. D'accord. Comment se passe la première nuit en prison pour un directeur de cabinet? À ce moment, vous ne l'êtes plus, mais quelqu'un qui a été directeur de cabinet.
Alors, Comment on dort en prison la première nuit? bon, c'est sûr que c'est pas un palace. Ça, c'est sûr. Pour tout vous dire, alors moi je ne considère pas que j'étais en prison. Moi, je pense que moi et ceux qui étaient avec moi ont été kidnappés. Vous voyez, par exemple, je pense à mon frère cadet, Grégory. Est-ce que vous savez que depuis le jour de son emprisonnement jusqu'à sa libération, pendant 4 ans, il n'a jamais vu un seul juge. Jamais. Jamais une audition. On te prend seulement, on vient te chercher chez toi, on te dépose dans une cellule, totalement hermétique, et on te ressort 4 ans après. C'est ça. Donc ça, normalement, c'est une prise d'otage, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, on est à l'isolement total. Donc, dès la première nuit, vous savez, malheureusement, en prison, il y a une phrase que les prisonniers aiment chanter. L'espoir meurt en dernier. Donc, quand tu es en prison, tu dis toujours non, ça va s'arranger. Non, ça va s'arranger. Et c'est comme la personne qui tombe de l'immeuble. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, même le premier jour, tu dis toujours, bon, c'est peut-être un mauvais rêve. C'est vrai que tu te dis, de toute manière, logiquement, ils devraient me buter. Dans leur logique un peu mafieuse. Donc, je suis déjà là. Et donc, vous dormez très mal. Vous, enfin, quand je dis vous dormez, moi, pour le coup, la première nuit, j'avais été amené à la prison devant les caméras. Les caméras étaient rentrées, vous avez vu toutes ces images de moi en survêt. Oui. Rentrées, j'ai appris après coup que c'était à la demande des plus hautes autorités de l'époque, pour bien filmer, pour bien humilier. On nous a déshabillés, on nous a vraiment mis dans des conditions extrêmement humiliantes et directement jetés au trou. Un moment dans votre cellule, ça vous arrivait de pleurer? Alors, vous savez, le prisonnier qui va vous dire, un ancien prisonnier, qui va vous dire qu'il n'a jamais pleuré. Le mec qui va jouer les gros durs, là. Il y en a plein. Là, des fois, j'entends à la sortie, oui, ces enfants, moi j'étais le costaud, moi j'étais ci. Tout le monde pleure en cellule. Tout le monde pleure et tout le temps. Parce que quand vous êtes en cellule, il y a plus de, surtout dans mon cas précis, il n'y a pas de visibilité. Tu ne rentres pas parce que tu as fait un vol à la tire, dans 6 mois tu es sorti ou quoi. Toi, tu voles parce que c'est une décision des plus hautes autorités. Tu es en prison parce que tu es des plus hautes autorités. Donc, ils te laissent là 1 an, 10 ans, perpète, ceux qui décident. Donc, ton sort n'est plus entre tes mains. Donc, oui, effectivement, tu t'apitoies sur ton sort, très fortement. Et à la fin, tu comprends, et ce qui est très intéressant, c'est que tu as la maîtrise de rien. Et quand tu comprends que tu ne maîtrises rien, c'est là où tu comprends que Dieu est là et que Dieu est merveilleux. Et là, tu t'apaises. Mais ça ne vient qu'au moment de rupture, c'est-à-dire à partir du moment où tu as compris que tu n'as pas la maîtrise. Mais dans les premiers jours, tu es encore en train de te dire, bon, je fais ça, ça va s'arranger, je vais faire ça. Donc c'est dur. C'est dur. À qui vous pensez régulièrement? Alors vraiment, le plus souvent, c'est à mes enfants. Parce que vous savez, quand on est... Alors je pense bien sûr à mes proches qui étaient enfermés avec moi, mais surtout à leurs enfants aussi. Parce que le plus impactant, le plus impacté, c'est vrai, nous c'est difficile, mais un enfant, lui il ne comprend pas. Il ne comprend pas forcément et ils ont toujours le besoin de la présence parentale. Surtout qu'en plus, ils sont pointés du doigt à l'école, on a raconté tellement des choses incroyables. Moi, au moment, j'entends que non, limite, vous mangez des enfants, vous violez, je ne sais pas, les animaux. On a eu tellement de choses qu'on a racontées que tu te dis, pour un adolescent, ça ne doit pas être simple. Donc, on y pense et ce sont des moments que, sur ce volet-là, je ne souhaite à personne. Au cours de votre détention, est-ce que vous avez fait un vœu, un pacte avec vous-même? Bon, j'aime pas le mot pacte. Par contre, je peux vous raconter une anecdote. Quand le directeur de cabinet, donc de Monsieur Bongo, il vient me voir et m'annonce, voilà, j'habite ta maison, etc., etc. Je rentre dans ma cellule après, qui m'a extrait, je rentre, je ferme ma cellule, je me retrouve seul. Et là, je prends ma Bible, je relis Esther. Je ne sais pas si vous êtes chrétienne. Je suis chrétienne. Très bien. Donc dans Esther, alors elle est assez connue, la reine Esther. Oui. On voulait détruire sa famille, et donc elle a décrété un jeûne, Le peuple le fameux d'Israël. jeûne d'Esther, et elle a été exaucée. Et dans cet exaucement-là, elle a pu triompher. Et donc je fais référence à Esther, et je commence les jeûnes d'Esther, et ma prière est qu'effectivement,
les tenants du pouvoir libèrent le Gabon. Le jeûne d'Esther, 3 jours de jeûne à Je- sec. 8 Vous ne fois, buvez pas, vous ne je mangez l'ai- pas. Je l'ai fait 8 fois à la suite. Wow. Alors pour la petite anecdote, je ne pense pas, je ne suis pas là pour savoir si ça a joué ou pas. Moi j'ai ma foi personnelle. Bien sûr. Mais le dernier jour du 8e jeûne d'Esther, c'est le jour du coup d'État. Croyez-moi, Wow. ne croyez pas. Ceux qui étaient les matons qui sont toujours dans celui avec moi le savent. D'accord. Voilà. C'est ça la foi. C'est quand il ne reste plus rien, c'est là où tu gagnes tout. D'accord. Monsieur Alianga, est-ce que le silence des gens que vous avez aidés était plus dur que les barons? Écoutez, en toute honnêteté, vous apprenez beaucoup sur la vie quand vous côtoyez le sommet et vous côtoyez l'abîme. Vous savez, autant je dirais de la gloire déchue, la gloriole comme on appelle, vous aviez un amas de personnes tous les jours à mon domicile, tous les jours devant. Tous les jours, ils viennent vous dire que vous êtes le plus beau, le plus intelligent, le plus malin. Et à force tous les jours d'entendre vos louanges, ben vous tombez dans ce que un homme d'État doit éviter absolument, mais qui est souvent le revers de cette médaille. C'est les sirènes de la gloriole. Vous y croyez. Vous pensez que finalement, oui, je suis beau, oui, je suis intelligent, oui, je suis un surhomme. Et c'est quand donc, tous ces gens-là vous abandonnent, quand vous n'êtes plus au sommet. Quand vous passez d'une salle d'attente de, je sais pas, 200, 300 personnes au quotidien, à aucune demande même de visite ou bien de venir même au portail de la prison. Vous avez vu les mobilisations qu'il y avait à l'époque où j'étais aux affaires. De soutien même. Il y en a même qui parlaient de bla ou rien, des choses comme ça. J'ai vu des choses comme ça. Mais étonnamment, quand vous êtes en prison, quand vous êtes au plus bas, c'est quelquefois ceux-mêmes qui vous critiquaient à l'époque qui sont là, les quelques rares. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier vraiment ceux qui ont été là dans le moment difficile. Mes avocats, certains ont pris d'énormes risques pour moi. Pas parce qu'il y avait un appât personnel ou quoi que ce soit, Et bien sûr. mais par conviction, par amitié. Vous avez des lanceurs d'alerte qui ont un rôle très important et qu'il faut toujours protéger. Alors c'est vrai que tout n'est pas bon à dire, et quand on critiquer, c'est pas insulter. C'est pas de faire l'extorsion de fonds comme je vois certains vouloir faire. Ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Mais quand c'est pour construire, il faut les accompagner. Donc vous avez des gens comme ça, vous avez des associations, vous avez la société civile qui a été là. Et je voudrais vraiment dire merci à tous ceux-là. À eux, mais également à... Vous savez, il y a beaucoup de gens que je rencontre dans la rue, au quotidien, dans mes pèlerinages, et qui me disent, vous savez, nous on a beaucoup prié pour vous, monsieur Lacroche. Nous on ne pouvait pas, c'était interdit de venir là-bas, mais on priait tous les jours pour vous. On faisait des séances de prière, on faisait ça. Des mamans dans les marchés, des papas même. J'étais à Kingale l'autre jour, ils me disaient qu'on n'avait même plus à dormir quand vous savez, dans ces conditions-là. Et ça vous touche. Par contre, ce qui vous apprend de la vie, ce que cela vous apprend de la vie, c'est que ceux qui faisaient les vous-vous-là. Et vous, je pense qu'en tant que communicante, vous en connaissez quelques-uns. Bien sûr. Voilà. Et ceux-là qui étaient les premiers à être servis, ont été les premiers à déguerpir. Et c'est aussi un enseignement de la vie pour les nouvelles autorités. C'est-à-dire que celui dont il faut te méfier, c'est celui qui chante le plus fort ta louange. Ça, c'est C'est vrai. ça que je retiens. Ça, c'est vrai. Et pendant cette période, qu'est-ce que vous avez appris sur vous que vous ignorez totalement? Mais ce que j'ai appris sur moi est simple. C'est que je suis un enfant du Christ. Je suis rentré païen. Quand je dis païen, vraiment... Alors j'ai été éduqué dans une famille catholique. J'ai fait mon premier baptême. Je crois qu'on m'a baptisé la première fois, j'avais 6 mois, à l'église qui est à Glace. J'ai oublié même le nom de cette église.
l'église catholique de Glace, qui est à la montée. Là. Mais de vous à moi, je n'ai pas été pratiquant. M'arriver dans une cellule où il n'y a plus personne à qui parler à part Dieu. Et moi, vous savez, je suis quelqu'un qui a une foi raisonnée. Alors, je ne vais pas vous faire les hallucinés ou les gens que certains évoquent. J'ai une lumière qui est apparue, Jésus-Christ est arrivé, il m'a tendu la main. Non, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Moi, en lisant la Bible, en lisant le seul livre qui m'avait été permis, le parcours de Paul, a trouvé un écho direct, en plein dans mon cœur. C'est-à-dire quand vous voyez Saul, qui était un persécuteur, un grand persécuteur de chrétiens, qui fait ce chemin de Damas, que Jésus s'adresse à lui, et qui après aujourd'hui, qui est Paul? Paul, c'est celui qui a le plus déployé la religion chrétienne. Paul a divulgué la religion chrétienne, il a écrit les 80% du Nouveau Testament. Et donc moi, je me suis dit, la vérité, c'est que voici mon chemin de Damas. D'accord. Et donc, oui, je pense que je suis transformé. C'est clair aussi que quand on sort de là, parce que là-bas, je dirais, c'est pas, pour nous, chrétiens, c'est pas une prison. C'est un centre de formation. C'est un centre de formation où tu te relis à Dieu. Maintenant, quand tu ressors, tu reviens encore dans la vie mondaine. Et donc, il faut faire attention, l'un n'exclut pas l'autre, à toujours avoir comme boussole, unique boussole, les Saintes Écritures. Est-ce que vous avez pardonné? Ben voilà, vous voyez, demander à un chrétien s'il pardonne. Pardonner, oui. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner. Hein. Alors, il y a deux tendances. Il y a ceux qui se disent un peu Ancien Testament, en mode œil pour œil, dent pour dent. Mais le Nouveau Testament, le christianisme qu'on prêche, c'est l'amour du prochain. Moi, je dis oui au pardon, mais je dis non à l'oubli. D'accord. Parce que l'oubli permet d'éviter que les erreurs se répètent. Donc, certes, j'ai pardonné. Je n'ai vraiment. Hein. C'est vrai que certains peuvent penser, il a une dent particulière, en vrai, tel qu'il a fait ça, ou tel qui a peut-être pris sa maison, ou bien. Non, mais ce n'est pas pour autant non plus que chacun ne doit pas être rétribué selon les actes qu'il a commis. Il y a une justice divine, il y a ce que certains appellent le karma. Et je pense que ce qui arrive à beaucoup aujourd'hui, c'est le karma. Il faut à un moment mettre ça en œuvre. Moi, je pense que c'est comme on fait son lit qu'on se couche. Et qu'aujourd'hui, ceux qui se sentent victimes, etc., n'oublient pas que c'est le karma qui revient en retour. Pouvez-vous décrire avec mots ce que vous avez ressenti lorsqu'il y a eu le coup de libération? Ah, le 30 août? Oui, le 30 août. Alors le 30 août, bon, nous qui étions à l'isolement, c'est un jour particulier. Parce qu'on se dit, bon déjà on s'y attend pas puisque c'est arrivé quelques jours après, on ne savait pas quand ça allait être programmé. Mais on n'est pas loin d'entendre beaucoup, pas loin d'une séance où on entend des tirs. D'accord. Moi je vis ça dans ma cellule. On arrive en criant à se faire un petit peu entendre des autres prisonniers. Et quand on entend les tirs, personne dort, quand j'entends les tirs, je me dis bon, apparemment, c'est sûr que là, on a dû envoyer l'armée tirer sur les Gabonais. C'est ma première réaction, ça a canardé. Et donc derrière moi, on avait des gros bidons, parce qu'on devait faire des réserves d'eau, on ne distribue pas l'eau tous les jours à l'époque à la prison. Et donc je mets tous ces bidons-là devant ma porte, parce que je me dis bon, c'est sûr que là, ils sont en train de tirer sur les populations. Donc pour vous, là, c'est un peu 2016 qui revient. Pour bien faire, ils sont en train de tirer sur les populations. Pour bien faire, ils vont profiter pour rapidement, on va dire, liquider la cruche. Et puis on dit que c'est le cas des émeutes à la prison, la cruche est morte. Donc c'est ce que je pense. Maintenant, les heures passent. On entend que le calme est là, on entend de la joie, des cris de joie, c'est ce qu'on perçoit. Et puis le matin, c'est le matin qui vient prendre sa garde avec... je pense, les responsables de la prison, qui viennent nous annoncer que tout le monde doit rester tranquille, qu'il y a eu un coup d'État et qu'il s'est fait sans problème et que toute la ville est calme. Restez calme. Donc les premières heures sont, je dirais, voilà, un peu comme ça, entre inquiétude et puis après, bon, on suit comme tout le monde, on nous ouvre même les portes, on suit comme tout le monde la déclaration du porte-parole et c'est effectivement un immense soulagement. Un immense soulagement. Vous comprenez bien encore plus pour moi, bien qui sûr. n'avait aucune visibilité, mais je peux vous dire que la clameur qu'il y a eu en prison ce jour-là, c'est du jamais vu dans l'histoire.
Et j'ai fait des meetings. Je peux vous dire que là, toute la prison chantait le nom du CTRI. Pendant toutes ces années de détention, avez-vous nourri l'espoir que le changement viendrait de l'intérieur du système? Bon, moi, pendant ces années, je vais vous dire, je crois au changement de l'intérieur du système. J'ai voulu l'incarner. Je pense que je n'avais pas les moyens de ma politique de toute manière. Et ce système se referme sur vous. Mais je crois surtout que tôt ou tard, Dieu retribue chacun, comme j'ai dit tout à l'heure. Dieu a décidé de choisir le Gabon comme sa nation. Et donc à partir de là, quand vous faites confiance en Dieu, vous savez que nous sommes tous ses instruments. Et que tôt ou tard, il fera en sorte que son peuple verrait la libération. Donc j'avais cette conviction. Je ne savais pas quand, mais j'avais cette conviction. Est-ce que votre vision du pouvoir a changé depuis votre libération? Écoutez, c'est comme, au-delà de ma libération, en toute chose, il y a la libération du pays. C'est quand même un événement exceptionnel dans l'histoire de notre pays. C'est 60 ans. 60 ans de Bongo qui ont été mis fin. Et pourquoi j'en parle? C'est qu'on a eu des élections compliquées. 2009, 2016, 2023, où à chaque fois, le résultat des urnes a été contesté. Et à chaque fois, l'appareil sécurocrate s'est mis au service du pouvoir. Et là, on en a pas sécurocrate, à la tête duquel il y a un homme. Et cet homme, pour la première fois de l'histoire, c'est important de le noter, pour la première fois de l'histoire, il a fait le choix, avec ses camarades, de prendre ses responsabilités et de se mettre du côté du peuple. Et vous voyez, sans flagornerie. Il faut être factuel. On sait tous que si cet homme et ses compagnons n'avaient pas pris leurs responsabilités, on sait tous que ça serait passé comme d'habitude et on en aurait attendu 2032. Donc oui, notre pays, ce qui est sûr, c'est qu'a changé totalement. Depuis cette date-là, c'est un tournant historique. Et donc ma perception telle que j'en ai, c'est que tout est à redéfinir, tout est à reconstruire. Et je pense profondément que c'est le moment tant attendu pour que chacun recommence à rêver. D'accord. Et depuis sa prise de pouvoir, avez-vous pu observer de près ou de loin les décisions qu'il a prises? Alors comme tout observateur de la vie politique. Qu'est-ce qui vous paraît plus marquant? J'ai remarqué, ouais, quand il fait son coup de libération, quand il fait son putsch, il hérite d'un pays très fragmenté. Je vous ai dit, des élections contestées, présidentielles successives, hors législatives j'entends, où le Gabonais est divisé, dans les arrondissements, dans les quartiers, jusque même dans la cellule familiale. Des fois, mari et femme ne se parlent pas entre eux. Et donc, il hérite d'un pays, je dirais, divisé. Et là, la première chose qu'il fait, effectivement, il est inclusif. Ça a été critiqué, mais il fait ce choix. Il veut le rassemblement, etc. Il commence à vouloir impulser une vision. Alors, quand je dis « il », bien sûr, je parle du président d'aujourd'hui, c'était le général Olgui. Moi, c'est une vision de réunir d'abord les gens, d'y aller progressivement, sur le plan des institutions. Il fait un dialogue, quoi qu'on en dise, qui a été largement inclusif, où il implique beaucoup de figures de proue de la société civile, fait une nouvelle constitution. Parallèlement à ça, il lance des travaux. Vous habitez Libreville comme moi, mais on habite aujourd'hui le Gabon, c'est un chantier à ciel ouvert. Et ça, bon, moi je le vois, et effectivement, ça me plaît, puisque moi, je suis un homme qui aime voir les choses sortir. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont lancées. Maintenant, en parallèle, je comprends aisément aussi l'impatience légitime de nos compatriotes. Nos compatriotes, vous savez, quand vous êtes enfermé dans une pièce noire et qu'il y a une bougie qui s'allume, vous voulez que cette bougie vraiment devienne une flamme incandescente. Et donc ils ont tendance, comme ils sont sortis de tant d'années d'obscurantisme, à vouloir tout de suite que tout soit réglé. Et malheureusement, vous savez, chez nous on dit un doigt seul ne lave pas tout le visage. Donc ils sont en train de mettre les jalons. Il a lancé, on voit beaucoup de volonté, beaucoup d'envie d'aller très vite. Tout n'est pas, certes, parfait, mais il y a une volonté, il y a une vision qui est différente. Et je pense que, vu l'état surtout dans lequel, alors moi je suis financier, dans lequel on retrouve le pays, l'endettement, on parle d'un endettement de 45% des ressources.
Hein, on parle d'une masse salariale parce que ça a été fait ça au cours du premier mandat d'Ali Bongo. Premier mandat d'Ali Bongo, on augmente la masse salariale comme des fous. On lance des grands projets. Alors, je ne suis pas contre la dette, hein, mais la dette, elle doit être en face, elle doit être matchée par des investissements. C'est une dette utile. Si on prend de la dette, si on emprunte pour qu'en face, on ne construise pas avec, c'est un problème. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que lui, on voit les investissements. Ça, c'est factuel. Et donc, il hérite de cette dette abyssale, d'une masse salariale exponentielle. Moi, à mon arrivée, à mon petit niveau, directeur de cabinet, la masse salariale était déjà au niveau qu'on a aujourd'hui. D'accord. Donc, on a cette masse salariale, alors que à la mort d'Omar Bongo, cette masse salariale était contenue. La dette était contenue. On a un mandat qui a été extrêmement difficile. Mais il hérite de tout ça. Il ne fait pas de chasse aux sorcières. On l'a vu. On a eu beaucoup d'anciennes personnalités qui sont là, qui des fois le critiquent même souvent. Je vois, il y a plein de gens qui le critiquent. C'est vrai. La critique est facile, mais bon, les gens ont souvent tendance à avoir la mémoire courte. En termes de liberté, on peut tout dire. La liberté de la presse, j'ai vu un rapport, je pense, dans votre journal, qui disait que la liberté de la presse, le Gabon avait bondi d'une dizaine de rangs par rapport à il y a 2-3 ans. La liberté d'expression est ouverte. Moi, je vois des fois beaucoup de journaux, je vois ce qu'il en est, beaucoup d'activistes, etc. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, il ne faut pas tout confondre. Vraiment, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Et je vois beaucoup la critique. Critiquer, c'est bien. Dénoncer, c'est bien. Insulter, c'est mal. On a tout ce canevas. La gouvernance a été mise en place. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble de l'Afrique, les gens qui sont arrivés au pouvoir dans les mêmes conditions que lui, il est parmi les premiers aujourd'hui qui ont terminé cette transition. En fin d'année, on a un calendrier qui est respecté, puisque d'ici la fin d'année, on aura l'ensemble des organes qui auront été mis en place. De l'autre côté, on a une nouvelle offre politique qu'il a mis en place, son propre parti. Alors, j'entends, c'est là que Satan dit qu'il aurait dû balayer ou interdire les PDGistes, etc. Et les PDGistes sont des Gabonais comme nous autres. Hein. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu facilement profiter justement de ces PDGistes en déclarant son parti, en officialisant son parti, bien avant la date limite. Parce que vous savez, il faut démissionner 4 mois avant pour pouvoir être candidat. Il n'a pas fait ce choix-là. Il a dit les PDG n'ont qu'à rester au PDG. Il aurait pu les avaler tous, ils seraient tous venus. On sait comment ça se passe. Il n'a pas fait ce choix-là. Il a dit, je laisse, on fera un débat, une concurrence saine, transparente. Je n'ai peur de personne. Et aujourd'hui, les jeux sont ouverts. Et c'est ça la démocratie. Et moi, je trouve que ce mouvement-là, il faut l'accompagner. Comment évaluez-vous sa capacité à reconstruire la confiance entre le pouvoir et les Gabonais? Bon, déjà, il y a quand même on peut lui reconnaître certains défauts, mais ce qu'on peut admettre tous, c'est que c'est un homme de proximité, un homme de terrain. Il est tous les jours proche des gens. Des fois, certains jugent un peu trop. Jugent un peu trop. Mais il y a de l'envie, il y a de la spontanéité. Et souvent, par le passé, on s'est plaint d'une certaine hauteur, d'une certaine pédance de la part de nos dirigeants. Bon, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est jeune, qui est assez dynamique, qui va être proche. Alors, il fait des erreurs. Mais qui ne fait pas d'erreurs? Qui ne fait pas d'erreurs cette heure? Donc, et moi, je vous le dis vraiment, hein, ça, c'est pas quelqu'un qui vient faire le kunabisme à votre... J'ai passé cet âge-là. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Moi, je dirais que le président, il a quand même libéré ce pays, il faut lui reconnaître ça. Il a libéré, il a une vision, il a commencé les travaux. Il y a pas mal d'erreurs, des fois, qui sont faites, pas forcément de lui, mais je dirais le mouvement se fait en marchant. Et avant de courir, il faut marcher. Lui, il a commencé à marcher. Il faut qu'on l'aide pour qu'ensemble, on réussisse à bâtir ce nouveau Gabon qu'on appelle de tous nos voeux. Bâtir, enfin, que chaque Gabonais connaisse enfin ce fameux slogan « Essor vers la félicité », que ça se concrétise dans nos vies réelles. C'est de ça dont il s'agit. Quels sont, selon vous, les plus grands défis qui attendent le Gabon dans cette période et comment le pouvoir actuel s'y prépare? Bon, les défis sont connus, hein. Sont connus un peu tous. Le premier déjà, c'est, comme on disait, c'est réconcilier les Gabonais entre eux, l'inclusion. Vous savez, un peuple désuni ne peut arriver à rien. Maintenant, les défis sont clairement ceux que j'ai cru voir dans son projet de société, c'est-à-dire la vie chère, l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté, la transformation locale. En fait, la vérité, c'est produire Gabonais pour les Gabonais, faire en sorte que les Gabonais s'approprient
leur économie. C'est que parfois, dans la perception, on va à la boutique, c'est le Malien, on veut une voiture, c'est le Libanais, on veut aussi. Alors, j'ai rien contre ces peuples frères, mais des initiatives comme Taxi Gab, des choses comme ça, il faut qu'on puisse permettre aux Gabonais de retrouver sa fierté d'être dans son pays et surtout la capacité pour lui à s'épanouir. Monsieur Lacruche, quand vous regardez votre reflet, aujourd'hui, vous voyez qui? Écoutez, je vois un homme qu'on a tenté de détruire, tenté de briser. Un homme qui était voué à la mort et qui renaît de ses cendres. Je vois un homme, mais je vois également un enfant de Dieu. Un enfant que Dieu a permis d'être parmi nous, et donc qui voit les choses, mais avec un prisme totalement différent. D'accord. Avez-vous croisé beaucoup d'hommes puissants qui vous ont marqué? Alors j'ai croisé dans ma vie beaucoup d'hommes puissants, beaucoup de personnalités. Mais si vous voulez, à l'esprit, je pense à quelqu'un. Dites-nous. Qui n'était pas forcément puissant au sens matériel ou physique du terme. C'était un maçon, donc un gardien de prison. Je tairai son nom, parce qu'il est toujours gardien de prison. Mais il était également un homme de Dieu. Et il refusait de se soumettre aux sévices qui étaient faits à tout le monde en prison. Et il a enduré un calvaire pour cela. Il venait à chaque rotation en cachette, crier, chanter, louer Dieu pour tous les prisonniers. Et il prenait tous les risques pour ça. Et ce monsieur, et je le sais, a sauvé beaucoup de vies. Des vies et des âmes. Et donc, c'est l'occasion pour moi, s'il me regarde, sans que je puisse dire ton nom, de te remercier encore du soutien que tu as apporté, que tu apportes encore à beaucoup de gens dans des situations de détresse. Est-ce que vous pensez que les Gabonais vous comprennent ou ils vous jugent encore? Vous savez, il y a la réalité de nos compatriotes au quotidien que je croise à chaque fois que je me balade, où je vois beaucoup d'empathie, de questionnement. Vous voyez, là, j'étais récemment en séjour à Paris et j'ai donné quelques interviews, je pense que vous avez vu. Oui. Et j'ai croisé des compatriotes dans Paris. Des gens qui se retrouvent. C'est bien vous? Ah monsieur, on a prié pour vous. On a fait ci, on a fait ça. Et donc il y a cela. D'un côté, il y a aussi d'autres, souvent sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et c'est là où souvent on comprend même que les réseaux sociaux ne sont pas forcément la réalité. Qui souvent jugent, souvent font des critiques fondées, infondées, parce que nul être est parfait, vous savez, même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Et donc, moi, je suis juste un Gabonais dans son pays. Je n'ai jamais fui mon pays. Vous voyez, quand j'ai été libéré, on m'a autorisé d'aller à l'étranger pour faire des soins. Je suis revenu à chaque fois parce qu'ici, c'est chez moi. Mon village, c'était Yoga. Ma villa est déjà là-bas, ma maison est là-bas. C'est là-bas où je finirai mes jours. Donc, il n'y avait pas de raison. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'encourager tous ceux qui ont été libérés pour faire des soins à l'étranger aussi, de revenir tranquillement dans leur pays pour répondre de responsabilités le cas échéant. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, le seul qui peut nous juger, nous tous, c'est Dieu. Et donc ce qui m'implique plus, c'est le jugement de Dieu que le jugement des hommes. Est-ce que vous avez envie de recommencer? Recommencer quoi? Tout le parcours. Alors, il y a deux choses. Il y a la politique, Oui. il y a le parcours de vie. La politique. Sur la politique, alors, je pense qu'il ne sera pas passé inaperçu que j'ai un rôle stratégique dans le nouveau parti du président. C'est un rôle stratégique, ce n'est pas un rôle opérationnel. Je pense que moi, de par mon expérience que vous acquierrez, qui n'est pas négligeable, je pense pouvoir être utile. D'accord. Je pense pouvoir être quelqu'un d'utile pour que les choses se déroulent différemment, pour qu'on puisse apprendre des heures du passé. Et si c'était à refaire, referiez-vous le même parcours?
Alors c'est un parcours difficile, c'est un parcours qui a été jalonné d'épreuves, des bons moments, des mauvais, des moments terribles, quand on parle de la prison. Mais vous voyez avec le recul, avec beaucoup de recul hein, pour le coup, je pense que ça a été quelque part une bénédiction pour moi. Parce que si je n'étais pas passé par ces moments à l'isolement, par ces moments de détresse absolue, vous ne savez même pas que vont devenir vos enfants, qu'est-ce que vous allez faire, j'aurais pas eu la chance de m'abandonner et de me retrouver dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour moi, si c'était à refaire, si je devais refaire la prison pour rencontrer Jésus-Christ, je le referais volontiers. D'accord. Nous sommes quasiment à la fin de notre interview. Avez-vous un mot de fin? Écoutez, si vous me le permettez, je sais que le format ne s'y prête guère, mais je sais que TV+ est une chaîne très regardée par les chrétiens de notre pays et d'ailleurs. Donc si vous me le permettez, j'aurais souhaité qu'on puisse clôturer par une petite prière notre entretien, une prière pour notre nation, le Gabon. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons devant ton trône de grâce pour te remercier. Te remercier pour notre pays, le Gabon, ce pays béni de richesses, de minerais, de ressources. Nous te demandons, Éternel, humblement de le restaurer sur tous les plans. Ta parole nous enseigne que si mon peuple sur lequel ton nom est invoqué s'humilie, se repent, cherche ma face, alors je lui accorderai mon pardon et je guérirai son pays. Alors Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remercions encore de veiller sur notre pays, de réhabiliter notre pays, de rétablir notre cher pays, le Gabon, sur tous les plans, de maintenir l'unité et l'empathie et l'amour entre chaque Gabonais. Nous te remercions pour ces moments que tu nous permets de partager avec nos compatriotes aujourd'hui. Et nous te demandons de susciter encore plus de responsabilité, de sens du bien-être commun, de sens du devoir au sein de nos autorités, de les protéger, quel que soit leur niveau, que ce soit à la présidence,